Bonjour à tous. Donc nous nous retrouvons dans des circonstances un peu particulières. Il y aura peut-être, je l'espère, une petite discussion avec les quelques personnes qui ont pu être là aujourd'hui. Donc nous allons commencer par accueillir nos trois intervenants, Laurent Delomo, Arlette Costecal et Nicolas Dissès, qui vont intervenir dans cet ordre pour parler des particularités des manifestations pulsionnelles dans les psychoses. Donc je propose que les interventions s'enchaînent parce qu'elles se répondent et que nous ayons une petite discussion ensuite. Ça vous va? Donc je donne dans un premier temps la parole à Laurent Delomo, qui est psychiatre, psychanalyste, analyste praticien d'espace analytique et médecin directeur de l'hôpital de jour pour adolescents Gombaud-Darnaud. À toi Laurent. Si Freud a pu présenter son hypothèse d'une pulsion de mort pour rendre compte principalement de la contrainte de répétition en tant que le principe de plaisir s'avère insuffisant à en répondre, il n'a cessé par la suite, après 1920, de s'y référer afin d'éclairer des points tout à fait cruciaux. Certaines remarques concernant les psychoses sont articulées à la notion de pulsion de mort, et l'on peut dire ici qu'il nous semble impossible d'appréhender la dynamique de ces structures psychiques sans s'y référer. Lacan indique dans son séminaire sur les psychoses que contrairement à la névrose, la psychose n'est pas un simple fait de langage, ce qu'il explicite quelques leçons plus tard en disant que la psychose doit être interprétée, à la suite de Freud, dans le registre d'une dynamique des pulsions, d'une économie complexe. Il s'agit de rendre compte de la dynamique des psychoses en intégrant l'économie pulsionnelle, donc entre autres le dualisme pulsion de vie, pulsion de mort, mais aussi d'appréhender en quoi un tel abord peut nous guider dans les cures. La remarque la plus directe, Freud l'écrit dans son texte « La dénégation » ou « La négation ». Il s'agit de l'éclairage qu'il apporte au négativisme de tant de psychotiques. Donc je cite, « Il faut vraisemblablement comprendre le plaisir général de nier le négativisme de nombreux psychotiques ou de tant de psychotiques ou de beaucoup de psychotiques, Mancher psychoticaire, comme indice de démiction pulsionnelle par défalcation des composantes libidinales. » Pour comprendre ce passage, on est obligé d'assimiler ce que Freud appelle pulsion de mort dans Au-delà du principe de plaisir aux pulsions de destruction dont il est question dans la négation. Il est donc dit que le plaisir général de nier de tant de psychotiques est la conséquence de la démiction des pulsions érotiques et des pulsions de destruction. En d'autres termes, pulsion de vie et pulsion de mort se trouvent déliées du fait de la mise en silence des pulsions érotiques, et cela rend compte du négativisme. Le négativisme, selon Bleuler, qui introduisit le concept, est un peu plus qu'un symptôme, plutôt une position face à l'autre, une manière de refuser ce que l'autre attend de soi. Le négativisme, c'est le refus de l'évidence du lien social, son évitement, sa corrosion, pouvant aller jusqu'à sa destruction, telle qu'on l'observe à l'extrême dans la catatonie, mutisme, immobilité, absence active de tout échange. Bartleby, le scribe, nous donne une bonne représentation de cette attitude, on va le voir. Pour Bleuler, le négativisme appartient au registre des schizophrénies. Freud parle du plaisir général de nier, plaisir général à la négation, Lust en allemand, terme qui renvoie aussi bien au plaisir qu'à la jouissance. Il y aurait donc chez nombre de schizophrènes un plaisir généralisé à la négation, et ce plaisir serait lié à la démiction des pulsions. Il y a du pulsionnel et du plaisir lié à la satisfaction de la pulsion dans le négativisme, donc au principe au moins de l'une des attitudes les plus typiques des psychoses. Le négativisme apporte une satisfaction à la pulsion de mort déliée des pulsions érotiques. Alors, quelques remarques sur Bartleby le scribe, court roman d'Herman Melville, qui est l'auteur de Moby Dick. Bartleby est un commis aux écritures, embauché par un homme de loi dans son étude pour réaliser les copies d'actes juridiques. À partir de son arrivée dans l'étude, son activité se rétrécit progressivement pour atteindre un apragmatisme complet.
Le narrateur, le directeur de l'étude, découvre au bout de quelques semaines que Bartleby ne quitte pas son bureau, qu'il y a en quelque sorte élu domicile, et il n'en sera finalement délogé qu'une fois son patron parti, et pour être emprisonné, lui qui ne bougeait plus de son lieu, pour vagabondage. Je souligne 3 points qui sont en lien avec notre propos d'aujourd'hui. D'abord, sa position subjective, énoncée dans la phrase qu'il répète à ses interlocuteurs « I would prefer not to », j'aimerais mieux pas. Quoi qu'on lui demande, qu'il s'agisse d'accomplir une tâche qui s'écarte un peu de sa mission, ou de rendre un quelconque service, ou au maximum de partir de l'étude, c'est la formule qu'il oppose. C'est à mon sens une formule parfaite du négativisme, dans le sens où elle accompagne l'opposition absolue à la demande de l'autre. Le conditionnel est ironique. En fait, Bartleby ne laisse aucun choix entre l'option qu'il préférerait et une option qui lui conviendrait moins. Il n'y a en fait aucun choix que celui de l'immuabilité, que l'immobilité, et aucune règle, aucun accord, aucune parole ne peut faire vaciller ce principe. Il est dit clairement que Bartleby n'a pas d'histoire. On ne sait rien de sa généalogie, d'éventuels liens familiaux ou affectifs, rien d'aucun événement dont il porterait la marque. Son histoire, Bartleby ne peut ou ne veut rien en dire. On peut même se demander s'il en sait quelque chose. C'est un point très important dans la clinique des psychoses d'apparence déficitaire, des patients figés dans le retrait, que cette idée que l'histoire, en tant qu'elle fait d'un être humain un homme parmi les hommes, eh bien cette histoire, elle n'est pas incarnée. Elle est parfois recelée par les personnes de l'entourage. Nous avons ainsi souvent des adolescents qui nous répondent, lorsqu'on les interroge sur un point sensible de leur parcours, de demander à leur mère, elle sait. Quand il y a des parents, des porte-paroles, on peut avoir accès à des éléments biographiques, mais pour Bartleby, on ne sait rien. Son refus est ce qui dit tout de lui. Il est tout dans son refus. La seule chose que le narrateur apprend de lui, quelque temps après sa mort, c'est qu'il avait tenu un emploi subalterne au Bureau des lettres au rebut de Washington, emploi qui lui avait été brusquement retiré. Ce serait à la suite de ce licenciement que Bartleby aurait trouvé son poste de commis aux Écritures. On peut faire l'hypothèse que le rejet dont il a été victime ait pu le précipiter dans l'hébétude progressive à laquelle il a finalement succombé. Mais on peut aussi insister, avec Melville, sur la valeur particulière que pouvait avoir pour lui cet étrange travail consistant à lire, trier, classer, puis brûler des lettres mortes. Puisque les lettres au rebut, ce sont ces lettres, très nombreuses selon Melville, qui sont restées sans trouver leur destinataire. Cet emploi n'est-il pas la métaphore de l'existence même de Bartleby, et avec lui de bien des psychotiques? Passer son temps à déchiffrer des lettres perdues, comme pour aller découvrir celles qu'il n'aurait jamais reçues et qui auraient été pour lui une quête de signifiant jamais arrivée à destination, et dont Melville donne un pathétique inventaire. Parfois, un feuillet plié en 4, un pâle employé retire une bague. Le doigt auquel elle était destinée, peut-être se désagrège-t-il dans la tombe. Une charité empressée envoie un billet de banque. L'homme qu'elle voulait secourir mange-t-il encore? A-t-il encore faim? Le pardon pour ceux qui sont morts dans l'affliction. L'espoir pour ceux qui mourirent sans pouvoir espérer. Des bonnes nouvelles pour des êtres qui étouffèrent des calamités définitives. Ces lettres portaient la vie, et voilà qu'elles courent vers la mort. On peut ainsi aller plus loin que deviner la tragédie de Bartleby. On peut la lire dans ce jeu de messages jamais parvenus, dans l'impossibilité d'émettre un message et donc d'accepter un dialogue, du fait même de n'avoir reçu ce qui aurait dû être reçu. Donc, quelques réflexions sur la psychose de transfert. J'ai utilisé l'expression la tragédie de Bartleby, comme Freud, dans l'au-delà du principe de plaisir, parle du sérieux tragique avec lequel le petit enfant tente de créer lui-même un enfant et échoue de façon humiliante. Cette humiliation, à côté de la déception dans le tendre attachement aux parents de l'autre sexe et de l'échec dans la recherche de la satisfaction sexuelle, fait partie des circonstances très pénibles, je cite Freud, qui mettent un terme à la floraison précoce de la vie sexuelle. Ces circonstances très pénibles, ce sont justement ce que le névrosé rejoue dans la névrose de transfert. Or, c'est sur l'étude de la névrose de transfert que Freud s'appuie pour affirmer l'existence d'un au-delà du principe de plaisir, sous la forme de compulsion de répétition, et donc de la pulsion de mort. Ne pouvons-nous pas décrire de même
dans les temps premiers des psychoses, des circonstances similaires qui s'apparenteraient à ces naufrages propres aux névroses. Bartleby nous en indique une première. Un message qui aurait dû être intégré par le sujet ne lui est jamais parvenu. C'est ce que l'on appelle habituellement défaut d'inscription d'un signifiant primordial, et qui se trouve au cœur de la structuration psychotique. Dans les histoires des patients que nous recevons ou que nous accueillons dans nos institutions, dans leur parcours précoce, nous relevons certaines circonstances qui s'avèrent tellement régulières qu'elles confinent à l'invariant. Vœu de mort de l'environnement quant à l'enfant, souhait de l'un ou des deux parents que l'enfant ne soit jamais né, dépression maternelle rendant impossible l'accès à la continuité psychique de l'enfant par défaut de préoccupation maternelle primaire, construction d'une dyade symbiotique en compensation de l'absence de préoccupation maternelle primaire, lâchage de l'enfant dans les moments de suspension de la symbiose, récusation de la parole du père dans le discours maternel, impossibilité du père de tenir sa propre parole en tant qu'elle est censée incarner la loi du langage. Tous ces grands facteurs causent l'impossibilité faite au sujet d'habiter le langage, perturbant gravement son rapport au langage sous la forme d'une non-inscription de signifiants primordiaux. Winnicott indique, dans la crainte de l'effondrement, qu'au départ de la structuration psychotique, ce qui a été vécu n'a pas été éprouvé. C'est ce qui rejoint le concept de forclusion, de non-inscription d'un signifiant fondamental. Nous émettons ici l'hypothèse que de même que les névrosés, à un moment de leur cure, mettent en œuvre une névrose de transfert, les patients psychotiques, eux aussi, dans le cadre de leurs cures institutionnelles, ont l'occasion de développer leur propre psychose de transfert, où il s'agit de rejouer ces circonstances pénibles qui ont été vécues sans être éprouvées, non plus seulement sous la forme de métaphores délirantes, mais sous celle d'une utilisation des acteurs de l'institution dans les rôles mêmes de ceux qui ont été les agents de ces distorsions que je viens d'énumérer. On l'observe notamment dans les cas d'érotomanie ou de délire de persécution se fixant sur les soignants, entre autres. Freud, dans Au-delà du principe de plaisir, cherche des preuves tangibles de la pulsion de mort. Il en trouve par exemple dans le sadisme. Mais on peut dire que la psychose de transfert en est une forme épurée. Compulsion de répétition appliquée à des tendances à la satisfaction de la pulsion de mort déliée. Maintenant, je vais parler du livre de Truman Capote, 200 francs. Le livre s'appelle 200 francs. C'est un récit non fictif, comme l'auteur le dit lui-même, de Truman Capote, qui reconstitue le meurtre de 4 membres de la famille Clutter. Les 2 parents, des fermiers aisés, et leurs 2 plus jeunes enfants, 2 adolescents de 6 et 13 ans, en novembre 1959, dans l'état du Kansas, à Holcomb, une petite ville jusqu'alors paisible. Les meurtriers, qu'il a fallu toute une enquête très minutieuse pour identifier, sont 2 anciens détenus, 2 personnes qui se sont croisées en prison à la suite d'actes de délinquance loin d'être aussi graves. Pour accepter que les auteurs de ces meurtres abominables aient agi presque par hasard, sans aucune connaissance préalable des victimes, sans qu'il y ait derrière d'explications liées à la vengeance ou au pouvoir, il a fallu que les enquêteurs et la population laissent de côté bien des préjugés, puisque ce n'est finalement que la grande perturbation mentale des 2 auteurs et leur lien étrange, fait de camaraderie sans limite et de rivalité féroce, d'un rapport d'identification vertigineux, qui peuvent en dernière instance apporter un éclairage rationnel à la sauvagerie et à la cruauté de leurs crimes. Dick, l'un des criminels, avait entendu dire par un détenu qui avait travaillé chez leur future victime que M. Clutter était un homme riche, et que puisqu'il était riche, il avait forcément un coffre-fort. Dick étudie alors, avec celui qui partage sa cellule, la disposition de la maison et imagine le vol du coffre-fort. Dans un deuxième temps, il en parle à Perry, comme du coup parfait, et tous 2 s'emballent. Ils s'encouragent l'un l'autre, au point de donner consistance à ce qui au départ était fondé sur des appréciations de surface et sans aucune réalité. En l'occurrence, il n'y avait pas de coffre-fort dans la maison de la victime. Je vous renvoie à la lecture de ce livre, et je vais m'arrêter sur quelques éléments concernant Perry, celui qui s'avère avoir seul exécuté les 4 victimes. Très tôt, bien avant toute cette histoire de vol, puis de vol qui tourne aux meurtres multiples, Perry voulait partir à la recherche d'un trésor au fond des mers.
Il veut croire que les cartes de trésors enfouis sous les mers, documents fictifs, présentés comme réels mais relevant de l'imagination d'esprits fantaisistes, vont lui permettre de les découvrir. On peut résumer le parcours de Péri ainsi. Enfant maltraité, il est négligé, battu, privé d'inscription scolaire, contrairement à ses frères et sœurs. Il développe l'idée mégalomaniaque d'avoir une culture exceptionnelle, et celle, relevant plutôt de la persécution, avec un fond d'objectivité, d'avoir été activement privé par ses parents d'une instruction qui aurait pu faire de lui quelqu'un proche du génie. Il commet de multiples transgressions et passe en prison. Il lit beaucoup, mais particulièrement des illustrés. Il s'adonne à des rêveries sur des cartes au trésor prises pour des documents réels et non imaginaires. Péri veut croire à l'authenticité de ce que la fiction raconte. Il rencontre Dick, qui lui parle du vol d'un coffre-fort, avec projet de ne laisser aucun témoin. L'élimination des témoins est un incident sur le chemin qui mène à la dernière étape autorisée par le vol de quantités importantes d'argent, l'utilisation des fonds pour partir dans le golfe du Mexique et faire les recherches en mer, la découverte des trésors qui ferait du pauvre qu'il est l'homme riche qu'il se sait appelé à être. Mais la richesse dont il est question, ce que Péri ignore, ce n'est pas une richesse de métaux précieux ou de bijoux. C'est une richesse d'humanité, une richesse de mots. Mon hypothèse, c'est que la quête de Péri concerne un autre trésor, celui dont parle Lacan. Ce trésor recélé par le grand autre maternel, le trésor des signifiants. Lacan, par cette expression, se dégage de l'idée d'un répertoire ou d'un lexique, d'une batterie, du code. Il insiste sur le fait que certains mots vont être chargés de valeur. Ce qui fait trésor du signifiant, ce sont les mots tendres, les mots chargés de sensualité ou de sexualité, les mots obscènes ou grossiers, les mots aussi qui ancrent un sujet dans l'ancestral, dans la langue des ancêtres, et qui vous relient aux générations antérieures, le religieux dans sa dimension de rituel. Les mots du tabou, du secret, du sacré, tous ces mots qui nient la négation, qui lient les pulsions érotiques et de destruction. C'est de ce trésor-là que Péri a été privé. On peut même se servir de l'image de Tantale pour rendre compte du supplice qu'il a pu connaître en étant tenu à l'écart d'un tel trésor. Encore une fois, tout le trajet de Péri est la métaphore de cette privation première des signifiants essentiels à la possibilité d'une humanisation, à la possibilité d'habiter le langage et par conséquent d'être soumis à ses lois. Et tout son parcours pathologique est orienté vers une tentative, dans le champ de l'imaginaire, d'une reconstruction qui, par sa mise en forme trop concrète, hors du champ du symbolique, ne conduit au bout du compte qu'à la mort. Le personnage de Péri est un précurseur des meurtriers de masse, tels qu'ils sont évoqués dans Goodbye Columbine ou Elephant, notamment dans des lycées ou les universités. Ces humiliés, ces offensés, ces outragés, qui n'ont pas la notion de la valeur humaine, n'ayant pas accès à l'idée que leur propre vie puisse valoir quelque chose, l'aimantation de l'accès au trésor des signifiants ayant fait défaut. Péri dit lui-même au seul ami qui lui reste dans l'antichambre de la mort, un garçon religieux, qu'il se considère comme non humain. « Est-ce que j'ai des regrets ?» dit-il. « Non, je ne ressens rien. Je voudrais bien, mais ça me laisse complètement froid. » Une demi-heure après que ça soit arrivé, Dick blaguait et moi je riais. Peut-être qu'on n'est pas humain. Et Melville fait dire à son narrateur à propos de Bartleby, « Si dans son comportement, j'avais noté le moindre trouble, une trace de colère, d'impatience, d'impertinence, autrement dit s'il y avait eu chez lui quelque chose de banalement humain, sans aucun doute je l'aurais exclu de mes locaux avec perte et fracas. Mais en la circonstance, j'aurais pu tout aussi bien songer mettre à la porte mon buste en plâtre blanc de Cicéron. » Et Lacan parle, à propos du président Schreiber, de son besoin de reconnaissance. Besoin qui est dit, dans Fonction et champ de la parole et du langage, être le premier désir. Le premier objet de l'homme est d'être reconnu par l'autre. C'est page 268. Les distorsions de l'accès au grand autre se soldent par cette absence radicale de satisfaction du désir premier, désir de reconnaissance, et par d'une part l'impression du sujet de ne pas être humain, ou celle de l'autre qu'il n'est pas humain, doublée de la tentative de parvenir à une ébauche de reconnaissance par l'autre comme sujet, reconnaissance qui ne peut jamais être qu'un préalable à une intégration à l'humanité. C'est l'aspiration de Meursault, l'étranger de Camus, à être accueilli au moment de son exécution par des cris de haine.
on peut faire l'hypothèse que ce cheminement ne peut jamais être possible qu'au prix d'une satisfaction de la pulsion de mort déliée, et que c'est seulement au prix d'une telle satisfaction, et par conséquent d'une baisse de l'intensité de cette pulsion, que la pulsion de vie, la pulsion érotique, pourrait trouver une ébauche d'expression. Là, je vais donner donc, pour finir, quelques conséquences dans les cures. Il est crucial de repérer les divers types d'expression de la pulsion de mort pour guider une possibilité de satisfaction, le recours à l'autodestruction ou à la violence contre autrui. Les grandes options sont donc dans la lignée des remarques de Freud quant à l'apaisement de la mélancolie ou de la schizophrénie par les maladies somatiques intercurrentes, la construction de la maladie thérapeutique, telle que décrite par Vassilis Kapsambélis, par l'utilisation des psychotropes, notamment neuroleptiques, ou par les traitements ayant des répercussions physiques. L'accueil de la psychose de transfert, en se dégageant de la tentation de la réparation des grandes souffrances portées au jour dans les scénarios délirants rejoués par les patients dans les cures, en s'en tenant à la fonction support, à la tentative de mise en forme langagière, à la verbalisation de ce qui avait été vécu sans être éprouvé. Une remarque sur la place de la création, le soutien que nous pouvons apporter au processus sublimatoire chez nos patients, la sublimation comme mécanisme psychique étant à entendre comme sous-tendu par la pulsion de mort. Houry le dit, la création, c'est du pulsionnel, mais toujours en lien avec la pulsion de mort, à l'œuvre par exemple dans toute création de signifiant. Il faut la mise à mort de l'objet pour accéder à l'inscription. La sublimation, c'est du pulsionnel, mais ce n'est pas l'élation. Par la sublimation, on peut échapper à des manifestations brillantes de psychose, mais ce n'est pas pour autant orgastique. Comme le dit Houry, il faudrait traduire autrement Befriedigung pour la satisfaction sublimatoire, parce que dit Friede, c'est la paix, et der Friedhof, la cour, l'espace de la paix, c'est le cimetière. La satisfaction serait plutôt un apaisement, et pas du côté du plaisir, de l'exaltation ou de l'extase. La sublimation est une défense absolument essentielle dans les psychoses, en tant qu'elle apporte l'apaisement de la pulsion de mort déliée. Merci beaucoup Laurent. Maintenant, on va donner la parole à Arlette Costecalde, qui est psychiatre, psychanalyste, membre d'Espace Analytique et auteur du livre « Aline ou l'impensable du corps, récit d'une cure analytique suivie d'une approche psychanalytique des psychoses ». À toi Arlette. Alors j'ai intitulé le titre « La psychose et la pulsion de vie ». Peu de temps après avoir proposé ce thème, le thème de cette intervention, je recevais un message. Madame, je vous serais très reconnaissante si vous aviez la gentillesse et le temps de bien vouloir répondre à cette question avant notre prochain rendez-vous téléphonique. Comment transformer les pulsions de mort en pulsions de vie? C'était Hélène, celle que je nomme la belle Hélène, qui m'avait confié un jour avoir rencontré le ressuscité et comment elle était allée annoncer partout la bonne nouvelle avant d'augmenter elle-même les neuroleptiques afin de ne pas se faire hospitaliser et de pouvoir venir me le raconter. Elle vit actuellement au fin fond de la Bretagne, mais ça ne nous empêche pas de continuer à tenir de longs échanges téléphoniques tous les vendredis sur des questions essentielles de la vie. Les psychotiques ne parlent que des questions essentielles de la vie pour peu qu'on les écoute. Questions particulièrement insistantes, particulièrement en souffrance, celle de l'être dans son existence en tant que sujet, car la question est là, elle est toujours posée, fût-ce dans le remaniement le plus fou des discours. La pulsion de vie est là, tout autant pour les psychotiques que pour tous les autres, mais tellement en souffrance. Les psychotiques ont tout autant à faire aux questions de l'amour, tout autant que tous les autres. Ils en savent peut-être même un peu plus que tous les autres. L'amour, certes, fait signe, il est toujours réciproque. Mais oui, nous dit Lacan. C'est même pour ça qu'on a inventé l'inconscient. Pour s'apercevoir que le désir de l'homme, c'est le désir de l'autre. Et quand on y regarde de plus près, on en voit les ravages. L'amour demande l'amour, il ne cesse de le demander, il le demande encore. Encore, c'est le propre
le nom propre de cette faille d'où, dans l'autre, part la demande d'amour. Des ravages de l'amour, des ravages du désir de l'autre qui ne cesse de le demander, les psychotiques en savent un peu plus que tous les autres, au point de l'incarner. Encore et encore, incarnation du désir de l'autre, désincarnation de l'être, dissociation du corps. Toute la question est là. De quelle pulsion de mort il s'agit? De celle qu'il incarne ou bien celle du désir de l'autre? C'était déjà la question d'Antigone. Dans sa folie, à s'opposer à la loi de Créon, Antigone soutient la seule façon pour elle d'exister, ne fût-ce qu'un instant au seuil du tombeau. La seule façon pour elle de défier l'athée qui fait d'elle une morte vivante enfermée au tombeau du désir de l'autre, pur et simple désir de mort comme tel, précise Lacan. La seule façon pour elle de défier l'athée qui fait d'elle et la fille et la sœur d'un père. Créon reste sourd. Créon se refuse à entendre qu'aucune loi humaine ne permet à un mortel de violer les lois divines, loi non écrite celle-là mais intangible, loi non écrite, loi symbolique qui ne saurait s'inscrire que dans la parole pleine, mon frère est mon frère. C'est la seule parole qui me fait exister, la seule parole qui me fait nommer la sœur d'un frère et rien d'autre. La seule parole qui me désincarne du pur désir de mort de l'autre. La seule parole qui m'incarne en tant que sujet. Sans doute, ajoute Lacan, les choses auraient-elles pu avoir un autre terme si le corps social avait bien voulu pardonner, oublier et couvrir tout cela des mêmes honneurs funéraires. C'est dans la mesure où la communauté s'y refuse qu'Antigone doit faire le sacrifice de son être au maintien de cet être essentiel qui est l'athée familial. Antigone perpétue, éternise, immortalise cet athée. C'est dans la mesure où une communauté quelle qu'elle soit, communauté sociale, communauté familiale, c'est dans la mesure où une communauté se refuse à entendre qu'aucune loi humaine ne saurait se passer de la parole pleine, que la pulsion de mort se perpétue, s'éternise, s'immortalise. Chaque fois que les lois divines sont non écrites mais intangibles sont violées, chaque fois que sont violées les lois symboliques, violence est faite à la condition humaine, violence est faite au sujet. Chaque fois la pulsion de mort fait son œuvre. Alors comment ne pas reculer devant toute violence faite au sujet? Comment ne pas reculer devant l'œuvre de la pulsion de mort? Comment peut-on oublier l'espèce humaine? Ce livre, ce témoignage de la déportation de Robert Antelme à Buchenwald ou à Gornerheim, ça commence par cet extraordinaire aveu. Je suis allé pisser. Déjà, il n'était plus que ça, la pisse, la merde, la faim, irréductible besoin, incarnation d'un déchet humain, désincarnation de l'être. Déjà, il n'était plus que ça, tout le reste était de l'indéfinissable. Quand on n'est plus que ça, dit Robert Antelme, on en vient à ne plus éprouver ce qu'il n'est plus question d'éprouver, d'exprimer, et qu'il n'eût en aucun cas servi en rien. Alors, à ne plus éprouver ce qu'il n'est plus question, j'ai la citation, d'exprimer, et qu'il n'eût en aucun cas servi en rien d'exprimer. C'est l'horreur, la terreur, ce qui ne peut se dire d'aucune façon, pire, se ressentir d'aucune façon. Aline, l'une de mes patientes, quand on a le sentiment d'être là au milieu des autres pour qui rien ne semble faire différence. On se sent comme un bras tendu en vain au milieu d'un charnier de cadavres. On se sent comme l'enfant chanteur d'Orchoa. On se sent obligé de sourire pour se sentir exister. Quand les Polonais revoient l'enfant chanteur, ils sont contents. Alors lui, que voulez-vous qu'il fasse? Il sourit. Claude Lanzmann. Pourquoi est-ce qu'il sourit tout le temps? Mordechai Pochleptik, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Qu'il pleure? Une fois on sourit, une fois on pleure. Et quand on vit, il vaut mieux sourire. Aline. Les Polonais, c'était comme les adultes de mon enfance. Pire que l'indifférence, c'était l'absence de différence. Les Polonais sont contents lorsqu'ils revoient l'enfant chanteur.
Quand on revoit quelqu'un, on est content, alors les Polonais sont contents. Mais plus rien ne venait représenter l'enfant chanteur comme signifiant l'extermination des Juifs. Plus rien n'inscrivait l'enfant chanteur dans l'histoire. L'enfant chanteur était réduit à l'effigie d'un signe. Effondrement du symbolique. N'oubliez pas que cela fut et que cela est encore. N'oubliez pas que chaque fois que les lois symboliques sont violées, la pulsion de mort est à l'œuvre. C'est bien ce dont les psychotiques témoignent au prix de leur folie, de leur souffrance, au prix de leur pulsion de vie, en souffrance. Alors je vais vous parler d'une patiente qui est venue me rencontrer récemment après une très grave tentative de suicide et une hospitalisation. Ou plutôt, je vais vous parler tout d'abord de la grand-mère maternelle de cette patiente. Au début des années 40, cette grand-mère avait pensé préférable, cette mère avait pensé préférable de confier sa fille de 5 ans à sa propre mère, qui vivait en zone libre, afin de protéger cet enfant des ravages de la guerre. En zone libre, de fait, c'était dans la Haute-Vienne, précisément à Oradour-sur-Glane. Ce village où le 10 juin 1944, un détachement appartenant au 1er bataillon de du 4e régiment de la Waffen-SS a massacré toute la population du village. 642 victimes. Les hommes fusillés dans une ferme, les femmes et les enfants, dont cette petite fille, brûlée vive, enfermée dans l'église. 2 ans plus tard, cette mère, a mis au monde un autre enfant, une petite fille, nommée, comme bien trop souvent, du prénom de la sœur aînée brûlée vive. Cette petite fille a grandi dans la violence de la douleur maternelle inconsolable. Devenue adulte, elle n'a fait que tentative de suicide sur tentative de suicide, ponctuée de nombreux séjours en psychiatrie. Elle a eu cependant un enfant, une fille, ma patiente, qu'elle a pu élever et qu'elle a confiée à sa propre mère, la grand-mère paternelle. Grand-mère, de fait, qui s'est pendue à l'âge de 80 ans à la poignée de la porte de sa chambre. Bien sûr, ma patiente ne me parle pas d'emblée de cette histoire. Au contraire, elle me dit tout d'abord que tout allait bien pour elle jusqu'à sa tentative de suicide. Et c'est pas ce qui s'est passé ce jour-là. Ce jour-là, tout s'est effondré. Elle réalisera au cours des séances que ce jour-là était précisément le jour anniversaire de la mort de son père. Pourtant, c'était il y avait plus de 20 ans, cette mort. Ce jour où elle a entendu dans son oreille le hurlement de douleur de sa mère. « Ton père est mort, il s'est pendu. » Elle est persuadée que c'est à ce moment-là que son neurodome de l'acoustique a commencé à se développer, même si ce n'est que bien plus tard qu'elle a ressenti cette douleur lancinante du nerf facial. Elle est convaincue, c'est une conviction que son neurodome de l'acoustique, c'est sa punition de ne pas avoir empêché son père de devenir alcoolique et de se suicider. De ce neuronome de l'acoustique, elle sera opérée en 2012, non sans séquelles importantes, vertige, grande fatigabilité, visage déformé. J'ai perdu la face, tout le côté droit de mon visage s'était effondré, dit-elle. Mais après l'opération, elle a tout minimisé. Elle se devait de reprendre son travail au plus vite, un poste de très haute responsabilité dans la police nationale. Au décours d'une séance, elle m'apprend qu'elle était à un poste des plus stratégiques lors des attentats en 2015 de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Elle s'est montrée particulièrement efficace ces jours-là, alors qu'elle était encore bien fragile, mais elle a su faire face. C'est l'histoire de toute sa vie. Elle a toujours fait face à tout. Elle n'a jamais rien laissé tomber. Ni cette grand-mère inconsolable, ni cette mère suicidaire, ni ce père devenu alcoolique, et pas moins ses collègues en difficulté au travail. Mais là, elle ne pouvait plus faire face. Elle a laissé tomber. Elle s'est laissée tomber. Ce n'est que peu à peu qu'elle a pu évoquer cette tragédie d'Oradour-sur-Glane.
étonnée que tout cela puisse être aussi son histoire. Elle n'y avait jamais pensé. Ça commençait seulement, tout doucement, à pouvoir s'entendre, à pouvoir se penser. Il fallait y aller tout doucement, comme dans toutes ces histoires, où à tout moment, ou à un moment ou à un autre, le symbolique s'est effondré. Il faut y aller tout doucement dans ces histoires où à un moment ou à un autre, la pulsion de mort a fait son œuvre. Il faut y aller tout doucement, mais il faut y aller. Y aller avec un H, comme le dit Houry, du côté de la pulsion de vie. Et même, il faut se fâcher, car enfin, où est la pulsion de mort? J'ai cette grand-mère qui n'a jamais pu se pardonner d'avoir envoyé sa fille en zone libre et qui a fini par se suicider. J'ai cette mère qui n'a pu remplacer cette enfant morte au point d'en devenir folle. C'est cette patiente qui a voulu mourir parce qu'elle perdait la face. Ou bien, dans le pur et simple désir de mort comme tel de l'autre, je resterai sur cette question. Donc maintenant, on va laisser la parole à Nicolas Dissez, qui est psychiatre, psychanalyste, membre de l'ALI, Association lacanienne internationale, et de l'école psychanalytique de Sainte-Anne, créée par Marcel Tchermak, et qui est psychiatre à la maison de santé d'Épinay-sur-Seine. À toi, Nicolas. Je remercie Espace également de me proposer de venir discuter avec vous. Et mon propos va consister à réinterroger, comme l'ont fait Laurent, Arlette Costécal, à venir réinterroger ce concept de pulsion à la lumière des manifestations parfois un peu surprenantes, déroutantes, que ce registre-là prend dans le champ de la clinique des psychoses. Je vais plutôt le faire dans le champ de la pulsion partielle, en interrogeant les manifestations de la pulsion partielle. Vous verrez plutôt la pulsion auditive. Je vais partir pour ça de situation clinique un peu spécifique qui a été travaillée. C'est pas seulement un travail qui est le mien, mais c'est l'occasion pour moi de partager avec vous un travail qui est celui de l'école psychanalytique de Sainte-Anne, dont Marie rappelait que elle est dirigée depuis 30 ans, plus de 30 ans par le docteur Marcel Tchermak. La situation clinique que je vais vous résumer, donc, elle est toute centrée autour d'un symptôme unique que le patient nomme lui-même hyperacousie. Il ne vous étonnera pas qu'il a trouvé ce terme sur Internet. Et que, initialement, une situation clinique que j'ai eu du mal à lire avec justement le concept de pulsion. C'est ce qui m'a arrêté, que j'ai dû faire un détour pour pouvoir interroger par le biais de la question de l'altérité, la dimension de l'autre, celle du transfert, mais aussi beaucoup celle de la dimension de l'objet. Et c'est cette lecture-là qui, dans un second temps, m'a permis de réinterroger ou d'éclairer d'un jour nouveau ce concept de pulsion, voire celui de refoulement. Donc, je me suis appuyé, j'en citerai quelques passages, sur la transcription d'un entretien de ce patient âgé de 22 ans et hospitalisé sous contrainte d'ailleurs en psychiatrie, et qui avait été reçu, c'était maintenant il y a quelques années, par le docteur Marcel Tchermak. C'est cet entretien qui va me servir là, de support à la lecture que je vous donne. Ce jeune homme là de 22 ans, il avait accepté de rencontrer Marcel Tchermak alors qu'il était réfugié depuis plusieurs mois chez ses parents, enfin, dans sa chambre chez ses parents, dans le but, disait-il, de se protéger de toute agression sonore, c'est ses termes. Et dans ce contexte d'isolement majeur, mais aussi de souffrance due à ces agressions sonores, il en était venu à évoquer de façon assez déterminée l'idée de mettre fin à ses jours. Il avait donc été hospitalisé en psychiatrie sous contrainte. Vous verrez, enfin je crois que c'est audible ce qu'a de le dire, au cours de l'ensemble de cet entretien, que ce patient-là, il se montre d'une très très grande rigueur terminologique, de termes. Et que c'est cette rigueur-là qui nous éclaire. Il se présente donc d'une grande rigueur pour décrire ce qu'il nomme donc comme son unique symptôme, cette hyperacousie. Depuis 3 ans, en effet, dit-il, et sur un mode progressif, il entend, je le cite, de manière agressive. Lorsqu'il est exposé, c'est un terme qu'il utilise aussi, lorsqu'il est exposé à des sons, ceux-ci lui apparaissent comme des vibrations, mais comme aussi une suramplification, voire
une distorsion ou une saturation. Ces sons, dit-il, se traduisent par des douleurs, comme une brûlure dans l'oreille, des décharges électriques dans la nuque et des épaules, puis finalement par des nausées. Et c'est cette situation-là où tout son lui devient absolument insupportable. Donc le bruit des voitures dans la rue qui voisine le logement des parents, mais également, et c'est très important, le timbre de sa propre voix, ça revient souvent, ou même le frottement de sa main dans les cheveux crée un bruit qui lui est insupportable. C'est cette situation donc, qui l'a conduit à envisager de mettre fin à ses jours. Vous entendez la précision des termes employés par ce patient qui, j'y reviendrai, est photographe. Il évoque lui-même les termes qu'il utilise, exposition, saturation, font appel aux termes techniques de la photographie et de l'image. Alors je vous cite un passage de l'entretien. Le patient. Avec les hautes fréquences, c'est des distorsions que je ressens dans l'oreille. Marcel Tchermak l'interroge. Vous dites distorsion. Qu'est-ce qui lui arrive au son? On entend que tout le monde ne peut pas être fanat de hard rock. Distorsion, saturation, c'est des termes très courants pour un usage de la guitare électrique. Manifestement, ce n'est pas le cas de Marcel Tchermak. Donc le patient fait l'effort de lui préciser, mais il lui précise, c'est la surprise dans un domaine qui est autre. Alors le patient, en fait, c'est une saturation du son. C'est ça le terme, c'est saturation. Marcel Tchermak, dire qu'un son est saturé, ça veut dire quoi? Le patient, qui se fait précis et pédagogue, c'est un peu, dit-il, comme une couleur saturée. C'est comment dire, c'est dense, c'est beaucoup trop dense. Alors, vous entendez que la rigueur là, de termes dont fait preuve ce jeune homme, elle nous permet de spécifier ce à quoi il est exposé, donc ce à quoi il s'expose, ou ce à quoi il est exposé, c'est à une saturation du son, c'est-à-dire un excès de signal. C'est ce son-là, excessif, on pourrait dire, qui devient xénopathique, douloureux, insupportable. C'est donc, il me semble que ce n'est pas forcer les choses, d'indiquer que c'est un défaut de filtrage du son auquel ce patient est soumis. Et c'est une précision qui nous permet de repérer que dans notre vie quotidienne, dans notre physiologie de la vie quotidienne, notre oreille filtre, sélectionne une partie du son auquel nous sommes nous-mêmes exposés. Ce qui nous permet peut-être de ne pas entendre notre voix quand nous parlons, ou de ne pas l'entendre de la même façon que ce qui nous arrive de temps en temps, ou ce qui peut arriver dans la situation où je me trouve. Si je réécoute cet enregistrement, le son de ma propre voix va me paraître, vous le savez, pas sans une certaine étrangeté. Pas intolérable, mais un peu étrange. Ici, ce jeune homme, il est en permanence agressé par le timbre de sa propre voix, qu'il ne peut pas mettre de côté, ou qu'il ne peut pas isoler, refouler, en somme. Alors on peut peut-être illustrer également cette capacité de filtration de notre oreille, qui vient contredire une formulation de Lacan, vous savez, qui a dit que l'oreille était le seul organe qui ne se fermait pas. On peut peut-être illustrer cette capacité ordinaire de filtration de notre oreille par des exemples quotidiens, là encore. Si, comme il vient de se passer, j'emménage dans un nouvel appartement un peu plus bruyant que d'habitude, si je suis plus proche de la rue, ou s'il y a un ascenseur qui circule près d'une des chambres, je vais être dans un premier temps gêné par ces bruits. Et puis au bout de 2-3 mois, je me rends compte que je ne les entends plus. C'est mon oreille même qui aura donc automatiquement filtré, sélectionné, refoulé ces sons, puisqu'ils ne sont plus pour moi gênants. Enfin, c'est pas seulement qu'ils sont plus gênants, c'est que je ne les perçois plus quasiment. Vous voyez que c'est une lecture, somme toute, assez simple, à la faveur de la rigueur de ce patient, qui peut nous amener à réinterroger le concept même de refoulement, de ce que Freud a peut-être un peu trop régulièrement illustré, plutôt par la question de l'oubli, mais qui ici prend une ampleur un peu plus spécifique, plus particulière. Les exemples de la vie quotidienne que je vous ai proposés soulignent que notre oreille a bien, sinon une capacité de se fermer, en tout cas de sélectionner certains sons, de les filtrer pour qu'ils nous importunent moins. Et c'est bien cette capacité qui semble faire défaut à mon patient. Je reviens à lui
envahi donc, c'est l'hypothèse que je vous propose, envahi par un objet sonore qui se présente comme totalité insécable, hein, non refoulable donc, et qui le réduit à ne pouvoir se déplacer au quotidien qu'avec un casque de chantier. Vous savez, le casque de couleur, là c'est le casque qu'il utilisait, y compris pendant son hospitalisation. Hein. Je reprends donc l'histoire de ce patient pour essayer de repérer à quel moment chez lui s'est manifesté ce défaut de filtration. Après des études d'art appliqué, il avait entrepris de faire pendant 1 an un voyage photographique autour de la Méditerranée avec un camarade consacré donc à la photographie des musiciens de rue. Et c'est dans le contexte de ce voyage, alors qu'il faut dire son copain, au bout de quelques mois, avait fait une rencontre amoureuse et l'avait laissé en plan terminer tout seul le reportage, qu'il a ressenti ce phénomène d'hyperacousie consécutif, dit-il, à un sentiment d'ouverture au sens large. Hein. C'est lui qui dit ouverture au sens large du terme. Ce terme ouverture, c'est d'ailleurs aussi un terme photographique, hein, vous l'entendez. On parle bien d'ouverture diaphragmatique d'un appareil, et c'est la situation de trop grande ouverture du diaphragme qui expose, qu'à de le dire, à la surexposition. Notre patient, lui, il redoute une trop grande exposition au son, consécutivement à cette ouverture. Je le cite, « La fenêtre de ma chambre était trop exposée par rapport aux voitures, je ne supportais même plus le son des voitures. » Cette donc ouverture par le biais de la musique, il admet, quand on l'interroge, qu'elle ouvrait sur quelque chose d'infini pour lui. Un petit mot sur le registre d'adresse transférentielle très particulier de ce patient, qui est un des éléments qui, me semble-t-il, permet dans son cas d'affirmer le contexte de psychose, et pour indiquer que les modalités dont il retrace son périple, Laurent le soulignait tout à l'heure, à propos de la dimension du récit, il retrace son périple sur un mode qui ne constitue pas justement un récit, qui est purement factuel, hein, qui est détaché de toute dimension de rencontre, hein, alors même que c'est quand même l'objet de ce reportage photographique, là, que d'aller à la rencontre des groupes musicaux de rue. Et, disons, le seul message qu'il reçoit de l'autre, c'est cette ouverture, là, sur un mode très direct, donc. C'est ce sentiment d'ouverture qui, dit-il, va constituer pour lui une rupture dans son existence. Le constat de ces troubles, bon, j'insiste pas, il se fait aussi, lui aussi, sans adresse. Il est décrit de la façon très identique, que ce soit à son voisin de chambre, à un ORL. Il a été consulté de très nombreux ORL avant d'être hospitalisé, à son psychiatre, à un analyste. Donc, il le restitue de la façon toujours identique, sans discrimination, sans différenciation. Hein. Pas de discrimination de l'autre, donc tout comme les sons lui apparaissent, là encore, sans discrimination. Le son, disons, lui fait retour sur un mode comme une totalité, comme un objet insécable, mais sans coupure signifiante. Et il est probable, donc, c'est l'hypothèse que je fais avec vous, que l'ouverture évoquée par notre patient, elle constitue une ouverture sur l'objet, hein, qui se présente comme un son indifférencié, une totalité dont il ne peut que tenter de se protéger par les moyens que je vous ai indiqués, et essentiellement celui d'un grand isolement. On a coutume de rappeler avec Jacques Lacan que dans le cas de la pulsion partielle, hein, la pulsion fait le tour de l'objet, en spécifiant celui-ci d'ailleurs. C'est une des énigmes de cette situation. Par exemple dans le registre auditif. Ici, la pulsion, elle semble bien atteindre l'objet sonore. Alors on se demande de ce fait comment il est spécifié, puisque notre patient ne ressent pas de saturation dans d'autres domaines pulsionnels. C'est très électivement dans le champ auditif que ça se manifeste. Mais enfin, le son du coup fait retour sur lui sur un mode direct, hein, sans possibilité de tempérance. Ce qui conduit ce patient à ce grand retrait. Alors si je dis retrait, je vais dire quasi autistique, pour faire le lien avec une petite hypothèse de recherche que je vous propose. Disons que je profite de la présence de cliniciens de l'enfant et de Marie en particulier pour faire une hypothèse concernant le lien de la situation très spécifique, très inhabituelle de ce patient, je vous le concède, et celle peut-être plus fréquente
encore que, de ceux qu'on appelle autistes savants ou à haut potentiel, ou de ce que certains cliniciens de l'enfant ont appelé des îlots de compétences dans le cadre du syndrome d'Asperger. Ce à quoi me semblent confrontés ces patients, en effet, en tout cas les patients autistes, c'est à la difficulté d'un abord direct du réel, sans la possibilité d'un recours au symbolique, à ces effets de filtre, à ces effets de meurtre de la chose, pour reprendre la formule de Hegel, tout comme ce patient, d'une certaine façon, même si lui s'est localisé au registre auditif. Et, pour préciser mon propos, le privilège que les patients dits à haut potentiel, dits autistes savants, donnent au registre de la lettre, de l'écriture, voire du nombre, me semble, c'est l'hypothèse que je voulais vous proposer, une façon de traiter ce réel, de le traiter dans tous les sens du terme, de traiter cet abord direct du réel auquel ils sont confrontés. Vous connaissez ces situations spécifiques au cours desquelles un patient autiste peut développer, dans un champ précis, un savoir encyclopédique, totalisant donc. Et vous savez que ces domaines concernent plus spécifiquement le registre scientifique, les mathématiques en particulier, c'est-à-dire des champs par le biais du nombre, de l'écriture ou de la lettre, des formules mathématiques, est abordé un réel. Là où nous-mêmes, on a dû passer des années sur les bancs de l'école à s'affronter à notre refoulement pour assimiler quelques notions de base en mathématiques, ces patients assimilent, intègrent, je ne sais pas comment dire, ces données semble-t-il sans difficulté, ce que Marcel Czermak appelle une absence de résistance au savoir. Ce recours à la lettre et au nombre, alors, il peut être une modalité dans le cadre du syndrome d'Asperger, d'aborder le réel et pour permettre que celui-ci ne se présente pas sous une forme xénopathique, persécutive, agressive, comme disait notre patient. Et ce qui me semble la caractéristique essentielle de ces registres très spécialisés de compétences, c'est effectivement de se constituer comme des îlots, de ne concerner qu'un domaine très circonscrit. Tout se passe comme si le domaine de compétences de ces patients se focalisait sur un point précis scientifique. Je retrouve la terminologie photographique là, de mon patient, celui qui concerne la question de la mise au point. Et peut-être vous connaissez à ce sujet les modalités dont Lacan, dans l'objet de la psychanalyse, souligne que la découverte de la perspective dans l'histoire de l'art, dans l'histoire de la peinture, constitue une mise en fonction de l'objet petit a. Ici, ça me semble un peu différent. Et il me semble que dans ces îlots de compétences, là, on a accès à une autre modalité de cerner un bout de réel, souvent par le biais de la lettre, donc chez ces patients. Cette hyper-spécialisation, hyper-spécification pulsionnelle, propose Marcel Czermak, me semble permettre à ce bout de réel de ne pas prendre une forme persécutive. Elle conduit à ce que ce champ de compétences vienne prendre pour le sujet un statut particulier. On pourrait dire qu'elle vienne constituer son objet en tant que tel. Je voulais citer pour conclure et illustrer un peu mon propos, donc un ouvrage qui est un best-seller, moi je l'avais acheté à Gare Montparnasse, de Joseph Chovanec, que peut-être vous connaissez, c'est l'ouvrage qui s'appelle « Je suis à l'Est » et dont le sous-titre, c'est un témoignage en fait, le sous-titre est « Savant et autiste, un témoignage unique ». Son propos vient corroborer comme ça, ou plutôt m'avoir suggéré certaines des thèses que je vous ai proposées à l'instant. Je vous lis 2 passages de l'ouvrage dont je vous recommande la lecture. Je le cite. « Avant d'exiger quoi que ce soit d'un enfant, il faudrait d'abord s'entendre sur ce que parler veut dire, pour pasticher un peu facilement Bourdieu. Veut-on que l'enfant émette des sons comme le font les adultes, comme le font les enfants de son âge ou sont censés le faire? Veut-on qu'il comprenne les choses, et si oui, lesquelles? » Et il ajoute, « Ces interrogations sont loin d'être oiseuses. Un enfant sachant lire des chartes médiévales en latin et les commenter par écrit, tout en ne sachant pas parler, peut-il être considéré comme un attardé mental ?» Un petit peu plus loin,
hein. C'est l'hypothèse à laquelle j'ai été conduit, et que je souhaitais vous suggérer là, hypothèse un peu massive, mais enfin, concernant ces patients très singuliers, hein, l'hypothèse qui est la mienne, c'est d'envisager que ce type de patient rentre dans le langage, non pas par la parole, ou par le signifiant, mais plutôt par l'écriture, la lettre, voire le nombre, avec des effets, hein, de traitement du réel tout à fait différents. Un passage de cet ouvrage encore qui peut aller dans ce sens, ou qui le suggère largement, je vous le cite. « Écrire, je le crois, est plus facile que de parler. La synchronisation des mouvements est moins ardue. Vous pouvez ralentir et arrêter si vous le souhaitez, et ce, même avant l'arrivée de ces claviers où il suffit de presser une touche. Est-ce pour cela, interroge Joseph Chovanec, est-ce pour cela que, avec d'autres enfants autistes, je crois bien avoir su lire et écrire avant de savoir parler comme il faut. » Il met entre guillemets le « comme il faut ». « Je ne sais, dit-il, pour l'heure, je n'ai pas encore lu d'études sur la question. » Voilà, je vous laisse sur cette intégration et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Nicolas pour cette intervention très fine, très juste, très délicate, je dirais presque poétique. Donc ça va ouvrir J'ai une question pour ouvrir la discussion qui s'adresse à vous trois parce que je trouve qu'elle traverse vos trois interventions. Comment peut-on penser le processus sublimatoire dans la psychose en s'appuyant à la fois sur la définition de Freud, à savoir que la sublimation sans procédé du refoulement est un des destins de la pulsion sexuelle, processus psychique inconscient qui rend compte de la pulsion sexuelle à remplacer un objet sexuel par un objet non sexuel, et en tenant compte de la proposition de Laurent à la suite de Houry, qui considère la sublimation comme un mécanisme psychique sous-tendu par la pulsion de mort. Défense dans les psychoses en tant qu'elle apporte l'apaisement de la pulsion de mort déliée. Très petite question, mais qui m'anime depuis plusieurs années. Donc voilà, j'ai trouvé que vos interventions pouvaient enrichir cette question. Alors, d'abord, j'aimerais bien rebondir sur les interventions d'Arlette et Nicolas, parce que d'abord, je voudrais dire que je les trouve extrêmement précieuses, l'une comme l'autre. Et effectivement, chacune à sa manière. Et je voudrais juste redire qu'évidemment, cette question de l'écriture telle qu'elle est envisagée par cet auteur et donc par Nicolas, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Je vais dire pourquoi, parce que je considère, après réflexion auprès d'adolescents, d'enfants ayant des difficultés avec l'écriture, d'enfants psychotiques ayant des difficultés avec l'écriture, j'en suis venu à l'idée que en fait, l'écriture, c'est une fonction psychique propre au langage, qui est l'écriture, elle est là sous-jacente à toute forme de parole. Et là, ce sur quoi insiste Nicolas, cette question d'hyperspécialisation, c'est vraiment l'idée que certaines personnes, on va dire certains patients psychotiques, délient, si on peut dire, l'écriture, la dimension d'écriture, c'est-à-dire de la dimension du son, de la dimension donc attrapable par l'audition de ce qui est propre au langage. Mais il y a une dimension qui est hors son, si on peut dire, dans le langage, qui est là quand même. Et il n'y aurait pas d'écriture, il n'y aurait pas d'inconscience, il n'y aurait pas une dimension hors son. De toute façon, moi je le considère comme ça. Mais dans les psychoses, c'est décomposé, et ça donne effectivement la possibilité d'utiliser chez certaines personnes l'écriture comme une sorte d'aide, pour ne pas utiliser des grands mots comme suppléance ou autre. Et donc je pense qu'effectivement, c'est des voies de réflexion qui sont très, très utiles. Et quand on voit certaines personnes qui arrivent effectivement à l'expliciter par écrit dans des livres, je pense que ça nous soutient aussi dans nos efforts thérapeutiques auprès des patients psychotiques. Alors, ce que dit Freud par rapport à la sublimation, il le dit...
je ne sais pas si c'est valable pour les psychoses, en tout cas il le dit, je pense, surtout pour des patients névrosés. Et donc, si on s'appuie sur ce que dit Freud des psychoses, il y a l'idée d'une défalcation des pulsions érotiques. Et donc ce sont très souvent les personnes qui sont dans la psychose manifeste, que ce soit du côté de la schizophrénie ou pas, sont en proie à une vie pulsionnelle qui est davantage du côté de la pulsion de mort. Bon. Et donc par conséquent, c'est un peu ce que je tentais de proposer. Qu'est-ce qui permet une satisfaction de la pulsion? Un apaisement. Je pense que le bon mot, c'est apaisement. Qu'est-ce qui apaise la pulsion de mort? Et il se trouve que la dimension de sublimation, on peut dire que ce qui la représente au mieux, c'est l'échappée dans le langage. L'échapper dans la production de signifiants, pour le dire encore autrement. Et donc, que se passe-t-il derrière? Moi, ce que je pense, c'est que grâce à cette échappée dans le signifiant, cette échappée dans la production de discours, et donc la production de signifiants, et donc éventuellement de signifiants maîtres, si on va jusqu'au bout de ça, il y a, dans ce cas-là, la réapparition possible d'une expression des pulsions érotiques. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est ça le schéma. Maintenant, je pense que ça ne répond pas exactement à ta question. Alors, est-ce que tu serais d'accord avec ma proposition que, justement, faire réémerger les pulsions érotiques dans un processus de sublimation permettrait de relier la pulsion de mort? Oui, voilà, c'est pour ça, tu vois, c'est un apaisement de la pulsion de mort par le biais des pulsions érotiques. Donc les propositions, les deux sont justes du coup, et on réussit à réunir Freud et Oury, tu vois. Enfin, c'est une proposition. Et ça peut nous amener effectivement aussi à cette question aussi de l'écriture, sublimation ou symptôme ou suppléance. Ben, voilà, c'est une manière d'articuler les différents registres. Anaïs, tu veux dire quelque chose avant Nicolas? Oui, peut-être pas. Non, je trouve les trois textes extrêmement inspirants et très fins, et merci beaucoup pour ça. Mais dans ce que tu dis là, relier la pulsion de mort aux pulsions érotiques. Et à la pulsion érotique, justement, il y a la question de relier qui a été abordée dans les trois interventions. Mais c'est effectivement par le passage, c'est ce que disait Laurent, de la production de signifiants. Il me semble que cette étape-là, dans ce que vous dites l'un et l'autre, justement, est ce qui permet de relier cette pulsion de vie à un passage possible de retrouver une pulsion érotique. Je vous dis juste que ça m'ont inspiré vos textes, c'est que c'est la question de la non-existence que vous abordez tous de manière extrêmement fine et complémentaire, que ce soit le coffre-fort chez Barthelby, la recherche du trésor, par ailleurs chez Truman Capote, la recherche de l'existence dans le non-sens de l'extermination qu'aborde Arlette, où là, cette acousie, je trouve ça extrêmement éclairant la manière dont vous l'abordez, parce que c'est cette question de non-existence, et par le titre même de l'ouvrage que vous citez, Je suis à l'Est, je trouve qu'il vient magnifiquement signer cette question-là, parce qu'on peut l'entendre Est, il est, l'autre est. C'est la recherche de l'autre fondamentale dont il témoigne peut-être et dont témoigne et Arlette, enfin chacun de vous dans les différentes interventions. Oui, je trouve pas. Bon, je peux guère rajouter grand-chose. Vous lirez, si vous lisez l'ouvrage, ça vous explicitera le titre qu'il porte, qui est pas sans humour. Oui, l'enjeu, c'est justement de ne pas prendre les choses sur un mode binaire où il y aurait d'un côté la pulsion de mort, de l'autre la pulsion de vie, mais si la caractéristique des psychoses, c'est une déniction de ces deux pulsions, c'est de repérer que la dimension de la lettre peut articuler ces deux registres
Et c'est vrai que la lettre, c'est le plus poétique. C'est Marie qui indiquait combien il y avait un fil, sans qu'on soit mis d'accord là-dessus, mais un fil rouge à nos interventions qui était du côté de la poésie ou de l'écriture, du littéraire ou du littéral. La lettre, c'est en même temps le plus mortifère, c'est le plus déshumanisant. La formule mathématique, ou alors les dernières inscriptions sur la tombe, c'est des lettres. Et en même temps, ça peut être porteur du plus poétique, du plus littéraire, du plus dynamisant, puisque c'est le terme que vous utilisiez, ou stimulant, que vous utilisiez tout à l'heure. Et donc la lettre, peut-être, l'écriture, doit avoir cette possibilité de venir réarticuler autrement la dimension de la vie et celle de la mort, la dimension du mouvement et celle de l'inerte. En tout cas, ça s'est retrouvé comme un point commun de nos trois interventions, oui, de façon un peu automatique. J'ai du mal à reprendre avec les mêmes concepts. C'est vrai que je ne pense pas trop à ces concepts-là, sinon peut-être que c'est pour traduire justement tout ce qu'il y a toute cette pulsion de vie en souffrance qu'on entend, à laquelle on a affaire quand on a affaire aux psychotiques, que nous avons besoin, nous, dans l'écriture, d'y retrouver, d'y mettre de la poésie. Enfin, c'est plutôt un peu cela, hein, parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup... Moi, j'ai du mal à entendre cette notion de sublimation chez les psychotiques. C'est dans le meilleur des cas que ça puisse arriver, mais... Généralement, quand ils sont dans leur délire ou dans leur terreur ou dans leur non-existence en tant que sujet, hein, je vais vivre, je vais mourir, je vais pas mourir, je vais mourir, je vais pas mourir. Enfin, ça, c'était la litanie d'une patiente. Là, je vais mourir, je vais pas mourir, je vais mourir. Je sais pas où est la poésie, je sais pas où est la sublimation. Et j'ai du mal avec ce registre-là. Et en même temps, je crois que nos trois textes se rejoignent grandement. Beaucoup, enfin, je l'entendrais plutôt sur ce mode-là, parce que finalement, quand vous repreniez à propos de l'hyperacousie, et même quand Lacan dit que c'est la seule, les oreilles, ce sont les seuls orifices qui ne peuvent pas se fermer, je pense que c'est vrai. Parce que de toute façon, enfin, les signifiants entrent par les oreilles, avant tout. Hein, avant tout. Tu es une fille, je suis ton père, ta mère. L'enfant ne sait pas trop ce que ça veut dire au départ, mais ça va rentrer par les oreilles. Et justement, d'ailleurs, les délires des paranoïaques, c'est des voix. Hein, c'est la même patiente Hélène là, qui m'a demandé comment transformer les pulsions de mort en pulsions de vie, qui a fini par vraiment pouvoir se rendre compte que c'était elle qui parlait, hein, quand elle entendait des voix. Hein, et tout ça est un phénomène de signifiant et un phénomène de langage. Et toute la question, pour ça qu'arriver du côté, je crois qu'en effet, parler de pulsion, c'est ce que disait Freud, c'est que c'est avant tout un concept de limite entre le psychique et le somatique. C'est toute la complexité. Hein, et qu'en effet, et que pouvoir passer par ces questions que vous avez posées du côté de la sublimation, ça me paraît essentiel, mais moi je ne saurais pas aller beaucoup plus loin sur ce plan-là. Mais qu'en effet, c'est un effet de langage. Je ne sais pas finalement, entre l'instinct et la pulsion, quelle est la différence? Sinon que ça passe par le langage, ça passe par l'autre, donc par l'autre. Hein, et ce qui nous arrive dans les oreilles, c'est avant tout le discours de l'autre, des autres, de notre histoire, mais avec comment c'est articulé, hein, au lieu de ce qu'on appelle ce lieu tout à fait, qui n'est qu'un concept, qui est le grand autre. Hein, et que quand je dis qu'il y a des signifiants, alors là aussi la question que je poserais de mon côté, c'est plutôt, est-ce qu'il n'y a pas d'inscription des signifiants, ou au contraire, enfin, comme s'il y avait cette notion de filtrage aussi, c'est une vraie question ça, avec nos patients. Est-ce que, ou les psychotiques, les enfants autistes, est-ce que effectivement il y a des signifiants qui ne parviennent pas jusqu'à leur oreille ou jusqu'à leur possibilité de conceptualiser, ou bien il y a des signifiants qui sont justement, c'est pour ça que quand j'ai repris l'histoire de cette patiente, alors elle n'est pas psychotique, hein, mais enfin sa mère l'était, elle se limite, je ne sais pas encore vraiment, mais comment entendre
les signifiants, d'ailleurs, elle l'avait pas entendu, puisque c'était pas dans son histoire, elle n'avait pas Oradour sur glane, ce que ça pouvait signifier. Mais elle l'avait entendu, elle allait même là-bas pendant les vacances. Enfin, elle y retourne, sa famille est encore là-bas, et même, elle me racontait tout récemment que les grandes promenades, c'était aller au cimetière. Oui, sa grand-mère l'emmenait tous les jours au cimetière. Donc, il était bien question de la petite fille morte, mais enfin, toujours au cimetière. Et la grande récompense, si elle avait été sage, c'est de pouvoir aller se faire aller jouer dans les ruines de Oradour. Ils se sont tout gardé là-bas, les traces. Bon, je veux dire qu'Oradour-sur-Glane, c'était dans sa tête, elle en est devenue policière à surveiller au quai des Orfèvres tout ce qui peut faire terreur dans la ville de Paris. Et elle anticipait, prévoir tous les plans justement de sortie, tout ça c'est prévu d'avance. Bon, elle en a fait ça d'Oradour-sur-Glane, sans du tout le pouvoir, mais au point effectivement d'être celle qui ne fait que ça. Elle ne fait que soutenir les autres jusqu'au jour où elle s'est laissée tomber. Bon, enfin, je veux dire par là, c'est la question de la non-inscription finalement des signifiants. En effet. Je vais juste reprendre sur la question de la sublimation. Oui. Il faut quand même que je précise que d'abord je plaide pour un concept de sublimation humble et de sublimation précaire, c'est-à-dire une sublimation qui ne soit pas du côté d'un accomplissement d'une œuvre reconnue, etc. C'est la définition de Freud. J'entends sublimation, oui, c'est pour ça que, je me situe beaucoup plus dans ce que dit Oury. Tu l'as très bien développé. Et Oury considère la sublimation comme une autre manière pour lui de le dire, c'est la production de concepts. La production de concepts étant une manière d'échapper à l'angoisse, de sortir du schéma de l'angoisse qui est là, c'est-à-dire du grand schéma de la psychopathologie et de la pathologie mentale, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui, évidemment, bien sûr que ça fonctionne quand il s'agit d'œuvres, par exemple aussi. Un bon exemple, c'est l'art brut. C'est parfait. Bon, on pourrait détailler, mais je ne détaille pas. Mais de façon beaucoup plus précaire et humble, ça vaut dans chaque séance avec des patients psychotiques. C'est-à-dire que très souvent, avec des patients psychotiques, y compris schizophrènes, il va se produire effectivement des signifiants qui vont avoir une fonction de rassemblement précaire, limité dans le temps, avec des effets qui s'amenuisent parfois très vite, mais qui vont avoir ces effets, et ça va être des mots de tous les jours, ça va être des mots tout simples, et qui vont être, qui vont pas tenir très longtemps. C'est du côté, tout ça, c'est du côté vraiment du côté de la sublimation, et je dis bien production de signifiants au sens de production de signifiants maîtres, mais il ne s'agit pas de signifiants maîtres qui vont tenir 50 ans, il s'agit de signifiants maîtres au sens du flux du discours, de mots qui vont être à cette place-là à un temps donné, et effectivement qui concourent à ce que les choses soient du côté d'un certain rassemblement, d'une limitation, de l'imaginaire déchaîné, toutes ces choses. Un signifiant qui peut représenter enfin un signifiant représente le sujet pour un autre signifiant. Tout le drame ce que tu viens de dire, tout le drame des psychotiques, c'est d'être des signes dans le discours de l'autre. Il ne sait pas où il est là. Il est là, ailleurs, et il est tout à la fois. Le pire et le meilleur. Et là, ce que tu viens de dire, là, je veux vraiment l'entendre, parce que je pense que c'est un signifiant, ou tout du moins dans le discours que l'on peut, la parole que l'on peut, parce qu'il faut. On parle avec les psychotiques, il faut bien, enfin je sais pas, peut-être pas tous, mais quand même quelque chose qui leur permette, notre position à nous, c'est qu'ils puissent être vivants en tant que sujet dans le discours, enfin la position qui est la nôtre. Alors, c'est comme ça que je l'entendrais, tu vois, le sublimation, parce que c'est pas un signifiant précis, c'est un signifiant qui le représente pour un autre signifiant. Voilà. C'est ça qu'il faut qu'on trouver, et je vais l'entendre dans ce que tu viens de dire, parce que je crois que la végétale m'a pensé comme ça, justement, un signifiant pour lui qui le représente encore pour un autre signifiant, et que ça on le capte, et qu'on va pouvoir le lui redonner, parce que ça n'a jamais été vraiment inscrit pour lui, ça.
Ah, ça, c'est génial. Non, mais c'est ce que tu viens de dire. Hein. Je me permets de dire ça, parce que c'est vraiment ça. Et ça, il n'y a rien de plus difficile. Et Ce qui a vraiment à voir avec le trait lunaire. Un parmi d'autres, avec les autres. Différents, séparés, mais un avec les autres. Qui le concerne, qui le représente. Qui le représente en tant que sujet. Sont là, et donc, ouais. À la limite, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais pour l'exemple qui immédiatement, mais j'en aurais plein dans la tête du coup. Mais là par rapport à cette patiente, enfin cette histoire-là, le jour où elle a pu entendre que cette histoire, Oradour-sur-Glane, enfin cette petite fille morte-vie, la concernait, il y a quelque chose qui s'est passé. Et ça, c'est récent, parce qu'il n'y a pas autre chose à voir. Ça, voilà. Et ça me fait penser, tu vois, c'est un signifiant qu'elle a représenté pour le signifiant, et bien justement, mort, le signifiant terreur, c'est-à-dire le signifiant qui fait pulsion de mort. Enfin, je ne sais pas quoi, qui efface la pulsion de mort, puisque ça fait signifiant, ça fait une histoire, ça fait un sens dans son histoire. Enfin, Mais Arlette, pour cette patiente, on n'est pas sûr du tout de la psychose. Moi, je non, ne mettrais pas ma main au feu. Non, mais... Et sur ce qu'évoquait... C'est le jour où elle s'est suicidée, comme elle dit, c'est le jour... Oui. C'est presque ce qu'on définit de l'éruption du délire. Hein. Ça n'empêche pas la survenue de passage à l'acte. Non, elle, non. Mais au sujet de ce qu'évoquait Laurent, moi, ça m'évoquait, plutôt que des mots ordinaires, ça m'évoquait la possibilité de survenue dans le discours d'un patient de néologisme, ou de termes qui ont une valeur néologique. Ce qui nous rapproche de la question de la création. Je suis d'accord sur la... Moi, j'ai du mal avec le terme de sublimation aussi dans ces contextes-là, mais par contre, de créativité signifiante, oui. Et que ces termes, s'ils représentent le sujet, on ne peut pas dire pour un autre signifiant, forcément. Ils représentent le sujet, c'est déjà une première étape. Mais en tout cas, les termes néologiques. Oui, mais si ça vient de l'autre, d'un autre... Ça vient de voilà, oui, mais c'est justement que lui, enfin, ça a permis que la cure a permis, le transfert a permis qu'il y ait un néologisme. Mais c'est vrai que ça articule la question de l'inscription et de la filtration. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on l'associe librement, je me permets. J'ai un souvenir un peu lointain qui date de l'internat, mon internat en province, d'une patiente qui avait ce terme néologique qui était arrivé, et c'est comme ça, le terme en question c'était Gestapo. Elle désignait de tous ces persécuteurs de ce terme-là. Lui, c'est la Gestapo. Et puis, scrupuleusement, je prenais en note ce qu'elle m'indiquait, donc je note le terme sur un petit cahier, et elle revient me voir et elle me dit: vous avez écrit le mot Gestapo dans votre... ce mot-là, il ne faut pas l'écrire. Alors, j'étais un peu embêté, je lui montre le cahier, je le raye, ça ne lui convenait pas du tout. Elle dit non, il ne faut pas l'écrire. C'est au sujet de l'inscription et de la non-inscription. Et donc elle revient une deuxième fois, et je ne sais pas pourquoi, elle me dit: ce terme-là, il ne faut pas l'écrire. Alors je dis: on va faire ça. Et j'écris sur mon cahier: ce terme-là, Gestapo, il ne faut pas l'écrire. Et elle me dit: ah bon, merci. Et là, elle était... Donc c'est une affaire entre inscription et non-inscription. C'est la négation, ça. Que je vous ai très bien compris, mais que je vous restitue. On va s'arrêter.